Bonjour et bienvenue dans Pour tout vous dire. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé le 8 avril dernier. L'ENA, l'École nationale d'administration chargée de sélectionner et de former les hauts fonctionnaires de l'État français depuis 1945, sera supprimée et remplacée par un nouvel institut de la fonction publique. Faisant écho à une demande exprimée par l'opinion publique, cette décision a pour objet de permettre aux Français de renouer le lien avec leurs élites. Dans cette émission, nous reviendrons sur les particularités de la fabrication de l'élite à la française et sur les critiques qui ont mené à la suppression de l'ENA. Pour revenir sur ces questions, je serai en compagnie du président de l'Association des anciens élèves de l'ENA, Daniel Keller, et de la réalisatrice Virginie Linhart. Je vous les présenterai dans un instant. Et dans la deuxième partie de l'émission, Luolu, un polytechnicien chinois installé en France depuis une vingtaine d'années, viendra nous donner une vision plus internationale de l'élitisme français et mettre en perspective la formation des élites en France et en Chine. Bonjour à tous les deux, Virginie Linhart et Daniel Keller, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter tout de suite à nos téléspectateurs. Virginie Linhart, vous êtes écrivaine et réalisatrice de documentaires, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et licenciée d'histoire aussi. Dans votre dernier documentaire qui s'intitule « L'énarque est un humain presque comme les autres », vous avez filmé pendant une année une promotion de l'ENA. Et vous, Daniel Keller, vous êtes un chef d'entreprise et vous avez été formé à Sciences Po et à l'ENA. Vous êtes depuis 2017 le président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Alors pour commencer, on pourrait préciser ce que c'est que l'ENA pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas tous cette école française. Elle a été fondée par le général de Gaulle en 1945 pour démocratiser l'accès à la fonction publique avec pour devise « servir sans s'asservir ». Est-ce que vous voulez nous en donner une brève présentation peut-être, Daniel Keller? L'ENA, comme vous l'avez rappelé, a été créée en 1945. C'est une école qui forme les futurs hauts fonctionnaires de l'État français. Actuellement, c'est environ 80 élèves par an. On y accède avec un bac plus 3, mais en moyenne, les étudiants qui réussissent le concours de l'ENA sont plutôt diplômés d'un master et ont environ 25 ans. Il y a plusieurs concours. Dès sa création, l'ENA a comporté un concours interne ouvert aux fonctionnaires pour assurer justement la promotion sociale des meilleurs serviteurs de l'État. C'est une école qui, dès sa création, est ouverte aux femmes et aux hommes, ce qui est une grande innovation en 1945. Un autre concours est venu dans les années 80 enrichir la diversité des profils. C'est celui qu'on appelle le troisième concours, qui est ouvert aux femmes et aux hommes qui ont acquis une expérience professionnelle dans le monde privé, le monde associatif, ce qui vient, encore une fois, diversifier les talents qui entrent à l'ENA. Plus récemment, un concours ouvert aux docteurs d'État a été mis en place. Et cette année, en 2021, un concours talent sera mis en place pour les jeunes issus, on va dire, des territoires et des quartiers qui sont parfois un peu à l'écart des chemins de l'excellence. Donc c'est une école très diverse et qui prépare à divers métiers de la haute fonction publique, que ce soit des métiers dans l'administration opérationnelle, tout ministère confondu, mais également c'est une école qui ouvrait la possibilité de gagner ce qu'on appelle des corps d'inspection, des corps de contrôle, et enfin des juridictions administratives et financières. Voilà un peu la panoplie des métiers auxquels prépare l'ENA. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'idée de départ, justement, du général de Gaulle au moment de sa création? Virginie Linhart, peut-être vous avez un mot à nous dire à ce sujet. Il me semble d'abord qu'il faut dire que l'ENA, parce que dans cette école, on adore les acronymes, mais c'est l'École nationale d'administration. Il me semble qu'à l'époque, l'idée, évidemment, c'est d'arrêter la cooptation, d'arrêter justement l'entre-soi de la haute administration en préparant un concours très ambitieux, très difficile, mais qui donne ses chances à tout à chacun. Bon, c'est l'idée de départ du général de Gaulle et de Michel Debré, je crois, qui a vraiment présidé à la création de l'école. Et puis, cette école a évolué
voilà, évidemment, entre 45 et aujourd'hui, elle a été très vite quand même critiquée. Dès la fin des années 60, elle est critiquée par Jean-Pierre Chevènement, par un certain nombre d'auteurs et d'énarques qui dénoncent trop d'opacité dans le concours, une trop grande... J'ai envie de revenir élitisme. justement sur le livre qui est sorti en 1967 déjà. Je pense que c'est ce à quoi vous faites allusion, qui était intitulé L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Donc c'est vrai que les critiques à l'égard de l'ENA ne remontent pas à hier. Oui, elle date pas d'hier. Et bon, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que souvent ces critiques viennent d'anciens énarques qui dénoncent cette opacité du concours et un élitisme qui est évident. En même temps, c'est très compliqué. Et quand j'ai suivi la promotion Hannah Arendt là pendant 1 an et demi, je les ai suivis vraiment du premier jour, de janvier 2019 jusqu'à la sortie, le fameux amphi-garnison. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qui est l'amphi à huis clos, dans lequel ils vont, grâce à leur rang de sortie, dire quel poste ils vont prendre à la sortie de l'ENA. Et évidemment, c'est l'une des principales critiques qu'on adresse à l'ENA aujourd'hui. Donc il faut bien s'imaginer, ils sont 80, ils ont déjà eu un concours d'entrée extrêmement difficile et le concours de sortie va décider qui, parmi ces 80, qui sont donc excellents puisqu'ils sont entrés à l'ENA, sont les meilleurs des meilleurs. Et il y aura la fameuse botte, c'est-à-dire les 12, 15 premiers qui décideront des plus hauts postes, le Conseil d'État, l'inspection des finances et la Cour des comptes. Oui. Et puis ensuite... ce sont les grands corps. Voilà, qui sont les grands corps. Et plus on descend dans le rang de sortie, et moins on a le choix. Moi, ce qui m'a vraiment très frappée, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus, c'est le fait que quand on est tout en bas du classement, finalement, on n'a plus que, j'utilise bien les guillemets, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Transition écologique, qui aujourd'hui nous semblent, nous, en tant que citoyens, des lieux prépondérants, là où tout se passe, en quelque sorte, de l'administration. Et je pense que c'est là qu'il y a un vrai biais. Vous soulignez une chose évidemment tout à fait essentielle, c'est que il est tout aussi essentiel pour le service public, pour le service du pays, de devenir auditeur au Conseil d'État que de servir dans l'administration des affaires sociales ou du ministère du Travail. Il n'y a pas de hiérarchie d'intérêt public. Je dirais que l'un comme l'autre sont tout aussi essentiels. Simplement, le véritable échec de l'ENA, c'est pas, de mon point de vue, sur la longue période, c'est que cette école, elle a été faite pour justement faire du corps des administrateurs civils les hussards noirs de la France qui voulait se reconstruire. Et en réalité, ils ont été les grands oubliés et les grands perdants de ces 75 ans qui viennent de s'écouler. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le gouvernement, dans sa réforme, veut créer un nouveau corps des administrateurs d'État, comme si justement il s'agissait de redonner ces lettres de noblesse à ce corps des administrateurs qui a été oublié à plusieurs égards. D'abord, les conditions de rémunération varient très fortement d'un ministère à l'autre, ce qui n'est pas acceptable. Le gouvernement entend y mettre un terme dans la réforme, mais c'est indispensable et urgent parce que il est clair que si vous choisissez une administration où vous savez dès le départ que vous y serez moins bien rémunéré, que vos possibilités d'avancement de carrière seront moins importantes qu'ailleurs, eh bien, incontestablement, ça développe la culture du ressentiment, qui est déjà très franco-française, et il n'y a pas besoin d'en ajouter. Bon. Deuxième chose, c'est évidemment de permettre à ce corps des administrateurs d'État, demain, qui va être un corps... Les administrateurs civils, il y en a 3000 en activité. Bon. Conseil d'État, il y en a... 300. C'est facile de gérer un corps avec 300 personnes. Donc, les grands corps, c'est pas le problème. Les grands corps ont leur structure de fonctionnement qui marche plutôt très bien. Le problème, c'est les administrateurs civils. Demain, les administrateurs d'État. Alors, à partir de 2022, la réforme doit prendre effet. On ne sait pas trop encore. Enfin, 2022, c'est la création de l'INSP. Voilà. Eh bien, on va parler justement de cet institut du service public qui doit donc remplacer l'ENA. Est-ce qu'on sait déjà à quoi il va ressembler ?
L'Institut national du service public va d'abord reprendre la totalité des missions de l'ENA. Donc c'est une ENA qui change de nom, si je puis dire. Mais le projet a vocation à lui donner de nouvelles missions qui n'étaient pas dans le périmètre de l'ENA, notamment des missions en termes de formation continue, parce que ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la formation tout au long de la vie professionnelle, on ne peut pas dire que l'État s'en soit vraiment préoccupé pour ses cadres supérieurs. Et puis, il est aussi question que cet Institut national du service public, au-delà de ses missions de formation continue, passe des partenariats plus forts avec le monde universitaire et académique, et que puisse se développer, si j'ai bien compris, une sorte d'école doctorale dans cette nouvelle école, de telle sorte que, comme on le constate à Normal Sup ou à Polytechnique, celles et ceux qui le souhaitent puissent soutenir des doctorats consacrés à ce que l'on appelait, il y a encore une trentaine d'années, même si le mot est un peu passé de mode, consacrés à ce qu'on appelait la science administrative, qui est, disons, la version plus théorique de l'action administrative que les hauts fonctionnaires sont chargés de déployer tous les jours sur le terrain. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, d'après vous, Virginie Linhart? Ce que j'observe, si vous voulez, c'est que en France, on a eu une crise énorme, sociale et politique, qui est la crise des Gilets jaunes, et que les énarques sont les premiers vilipendés sur les ronds-points. Je me souviens d'un élève de l'ENA qui, un lundi matin, me dit « Mais c'est effarant, si on pouvait, on mettrait nos têtes sur une pique ». Et c'est vrai, il y a ce sentiment-là que l'ENA est responsable de tous les maux de la société française, et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. Je crois que l'ENA est apparu comme un bouc émissaire au moment de la crise des Gilets jaunes. Est apparu comme un bouc émissaire. Mais je vous propose qu'on regarde tout de suite peut-être quelques minutes du film, si vous voulez. Comme ça on sait de quoi on va parler exactement. Donc c'est le film L'Énarque est un humain presque comme les autres, produit par Electrolibre. Et dont la diffusion a eu lieu le 24 mai dernier sur la chaîne France 2. On regarde tout de suite. On peut le regarder encore en replay. Voilà. Bonjour, Julien Michelet. Bonjour. Voilà, et Mademoiselle Félix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'école. Merci. Vous n'avez pas de bagages? Bonjour, madame. Renaud. Donc, je vous remets votre carte d'identité élève à porter impérativement dans les locaux, le badge d'accès à l'école. Ah, François René. Juliette. Strasbourg, le 3 janvier 2019. Nous sommes à l'ENA. C'est entre ces murs que se forme la haute administration, les décideurs du CAC 40 et les futurs responsables politiques du pays. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron en sont issus, comme nombre de premiers ministres, de ministres et de députés. Au fil du temps, cette école est devenue le lieu qui cristallise la rancœur contre ceux qui nous gouvernent. On les appelle les énarques, eux préfèrent dire élèves de l'École nationale d'administration. J'ai voulu comprendre qui ils sont et comment ils se forment. L'école est-elle l'Eldorado des élèves méritants ou le lieu de l'entre-soi? Instruit-elle les serviteurs de l'État ou est-elle la fabrique du pouvoir? Pour répondre à ces questions, je vais les suivre pendant 1 an et demi, du premier au dernier jour de leur scolarité. Alors, bienvenue à l'ENA. Dans cette introduction, vous présentez à peu près toutes les questions qui se posent autour de l'ENA, enfin de la part de personnes qui ne sont pas d'anciens élèves de cette école. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment les élèves que vous avez pu rencontrer, les élèves de l'ENA, se voient eux-mêmes. Eux, ils ne se voient pas du tout coupés du monde réel. Je veux dire, c'est des élèves... en fait, ce sont des élèves qui sont excellents, qui viennent de milieux, je dirais, plus privilégiés culturellement qu'économiquement, généralement. C'est-à-dire qu'à l'ENA,
On rencontre beaucoup moins de fils d'énarques, de fils de ministres, et on reviendra sur la politisation du personnel de l'ENA, que des élèves d'enseignants, de médecins, de professions libérales. Évidemment, donc vraiment c'est un fort capital culturel, un très gros investissement dans l'école et dans la méritocratie républicaine. Mais je dirais davantage ça que des élites du 440 et du monde politique. C'est des étudiants brillants, mais pas déconnectés de la réalité. L'enjeu, c'était de savoir si, à un moment de cette formation, ils se déconnectent de la réalité. Moi, sincèrement, pendant leur formation à l'ENA, non. Ils font des stages qui sont très durs, à l'étranger et surtout en territoire, dans les préfectures. Et ils sont vraiment confrontés à la vie des Français au jour le jour. Et comment est-ce qu'ils ont reçu donc cette annonce de la suppression de l'ENA, puisque je crois que vous étiez en train de tourner le documentaire Absolument, au moment où, absolument. J'étais en fait la première fois que Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de supprimer l'ENA, c'était en avril 2019. Donc je les suivais depuis quelques mois. Eux, ils étaient en stage à l'étranger. Cette annonce n'a pas été du tout faite en relation avec la direction de l'école. Donc ils ont appris ça, voilà, comme ça, comme tout le monde, à la télé, par les réseaux sociaux. Ça a été violent. Ils l'ont pris comme un désaveu à la fois de leur effort. Alors qu'eux-mêmes étaient en train de préparer encore ces concours. Voilà. Surtout étaient dans l'école et c'est compliqué. C'est vrai que quand ils sont rentrés en mai, le directeur les a accueillis en disant « Bon, je me rends bien compte que ça a été difficile pour vous, c'est pas facile d'apprendre quand on est à l'étranger que votre école va être supprimée du jour au lendemain. » Vous, en tant que président de l'association des anciens élèves, quel témoignage avez-vous pu recueillir sur ce sujet? Quelle réaction? Écoutez, il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France. Il y a 20 000 cadres supérieurs et dirigeants sur les 3 versants de la fonction publique. Il y a 4 000 énarques. Déjà, pour donner des chiffres. Donc les énarques ne sont responsables ni de toutes les réussites, ni de toutes les infortunes de notre pays. Je crois qu'il faut le rappeler. Bon. Comme le dit Madame Linhart, le procès qui est fait à l'énarchie, qui est un procès déjà ancien, Jean-Pierre Chevènement on en a parlé tout à l'heure, instruit avec beaucoup de brio dans son ouvrage, c'est la rançon de la gloire et du succès. Bon, c'est évident que les énarques sont sous le feu de la rampe, et je dirais que tendanciellement, ils l'ont été de plus en plus à partir des années 80. C'est-à-dire que les années 80 vont marquer véritablement l'installation des énarques aux avant-postes. C'est les débuts de la mondialisation. Donc l'énarchie va être associée à ce mouvement de fond dont on voit aujourd'hui un certain nombre de désastres, d'ailleurs. Enfin, l'énarchie porte sur ses épaules les renoncements de l'État, dont elle n'est pas responsable. Les renoncements de l'État, c'est-à-dire la désertification des services publics un peu partout en France, l'abandon des territoires. Alors, on constate aujourd'hui une volonté de reconquête, mais bien obligé de constater que, d'une certaine façon, les Français malheureux et mécontents doivent donner un visage à leur rancœur et à leur colère. On parlait tout à l'heure de bouc émissaire. Bon, en 1789, c'était la Bastille. Bon, donc on a pris la Bastille. Il n'y avait pas de prisonniers dans la Bastille d'ailleurs, hein, mais c'était un symbole. Bon, donc les énarques sont un peu la Bastille du XXIe siècle, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prisonniers non plus, mais c'est un symbole. Donc on prend ce symbole. Mais pour autant, ça ne réglera pas les problèmes de fond. Voilà. Est-ce qu'on peut simplement, je voudrais préciser quelque chose d'important, il me semble, par rapport à ce que vous dites, Monsieur Keller, c'est que l'ENA est également vue, non pas comme, par le commun des mortels, non pas comme l'école nationale d'administration, celle qui forme ces hauts fonctionnaires dont on a besoin dans la haute administration. Il est évident qu'il y a un certain nombre de règles, de codes, etc. Et il faut être formé pour ça. Mais elle est vue comme l'école
qui a donné les premiers ministres et les présidents de la République. Et je crois que c'est là le vrai biais. C'est-à-dire que depuis 1945, on a 6700 énarques et 200 personnes, 200 énarques qui ont fait de la politique. Mais ce sont ces 200 personnes qui sont vus comme les gens qui ne comprennent pas les Français, qui sont déconnectés de la réalité, et on se dit, ils ont fait l'ENA, donc l'ENA est déconnecté de la réalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous mettez le doigt sur ce qui fait la spécificité, à mon avis, du système politico-administratif français, c'est-à-dire la consanguinité qui peut exister entre le monde politique et la haute administration, la porosité, le fait que l'un s'alimente dans l'autre. Mais je vous renverrai à ces très belles pages du Nogordien de Georges Pompidou, lequel écrivait justement dans cet ouvrage que les hauts fonctionnaires n'avaient pas légitimité pour être des hommes ou des femmes politiques. Et que d'une certaine façon, ça n'était pas comme ça que lui voyait le développement de la vie politique en France. Malheureusement, l'histoire lui a donné tort. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne où quand les hauts fonctionnaires décident d'embrasser la carrière politique, ils démissionnent de la haute fonction publique. Il y aurait peut-être des gestes forts pour montrer que on ne peut pas avoir, si je puis dire, un pied à gauche, un pied à droite. Alors justement, est-ce que la France fait figure d'exception dans la formation et la critique de ces élites? Si on regarde un petit peu du côté de nos voisins, est-ce que vous connaissez la situation? Est-ce qu'elle est comparable? Si je citais à l'instant le cas de la Grande-Bretagne, qui, disons, n'a pas le système français de l'école d'administration, même si j'ai cru comprendre qu'elle s'intéressait à ce modèle tout récemment, ce qui serait quand même un hommage très paradoxal. Pour une fois que les Anglais viendraient prendre des idées en France, c'est plutôt le contraire. Au moment en plus où elle est critiquée. On décide de supprimer l'ENA, mais bon, il est vrai que l'ENA est quand même l'illustration de ce système des grandes écoles à la française, Polytechnique, Normale Sup, qui rappelle quand même le rôle qu'a joué l'État dans la construction de la France. Je crois que c'en est un très beau symbole. Et d'ailleurs, il est à remarquer que dans la réforme qui est en cours d'adoption, il n'a pas été proposé de supprimer l'ENA. Après tout, la véritable audace aurait peut-être été de dire on n'a plus besoin d'une école d'application pour aller recruter des hauts fonctionnaires. On a donc cherché à maintenir ce système qui nous est très spécifique. Alors, d'autres pays, la Grande-Bretagne, c'est Oxford et Cambridge, ce sont de brillantes universités qui forment les hauts fonctionnaires. Les États-Unis, bien entendu, ce sont des grandes universités comme on le connaît. Donc c'est vrai que le système français est un petit peu original, mais on constate quand même que, parce que l'ENA, c'est aussi 50 étudiants étrangers chaque année. On oublie, qui viennent de Chine, d'Amérique du Sud, d'Afrique francophone. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Il y a beaucoup d'écoles nationales d'administration dans le monde, et tout récemment, l'Égypte, pays quand même plutôt de culture anglophone, s'est tourné vers la France pour se doter d'une école nationale d'administration. Il y a des ENA à l'étranger. La question fondamentale pour moi, c'est, si vous voulez, en dessous. C'est-à-dire que le problème n'est pas tant l'élitisme de ces écoles. On sait très bien que si on met les enfants dans le bon endroit, etc., ce sera plus facile. Monsieur parlait des territoires oubliés de la République. Évidemment que quand on vient de certains lycées très compliqués, la route pour atteindre Sciences Po puis l'ENA est bien plus longue. Et encore faut-il en avoir entendu parler. Moi, je crois que plus que l'ENA, ce qu'il faudrait vraiment refondre, mais c'est un chantier incroyable et pour l'instant, aucun président de la République ne s'y est résigné. C'est vraiment le système d'enseignement français qui a quand même beaucoup perdu de sa méritocratie et de son rôle d'ascenseur social. On va continuer à en parler dans la deuxième partie. Je vous propose tout de suite d'accueillir le troisième invité de cette émission. Il s'agit de Luo Lu. Bonjour Luo Lu, merci de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour.
Vous avez quitté Shanghai avec vos parents à l'âge de 13 ans pour venir vous installer en France. Vous êtes diplômé de l'université Pierre et Marie Curie et de l'IX. Après avoir travaillé pendant 7 ans chez Alstom, spécialiste français du ferroviaire, vous avez créé votre entreprise avec différents projets autour du digital, dont MarketSlib, qui relie les consommateurs aux commerçants de proximité sur une plateforme. Tout à fait. Alors, vous êtes diplômé donc de Polytechnique, qui est, comme l'ENA ou HEC, une des grandes écoles françaises. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre parcours ? Oui, tout à fait. Donc, pour commencer, juste 2 mots sur l'école Polytechnique. C'est la première école d'ingénieurs en France. Elle représente l'excellence de la formation d'ingénieurs français. C'est une école qui est très internationale, qui a énormément de partenariats et d'accords de double diplôme avec d'autres écoles d'ingénieurs et de commerce et d'universités en France et à l'étranger, avec différentes voies d'admission. Donc on peut citer le fameux concours, qui est d'ailleurs le concours le plus difficile à l'entrée d'une école d'ingénieurs, donc à l'issue d'un cycle préparatoire de 2 ans. Et après, l'école propose aussi des admissions parallèles pour des étudiants qui viendraient d'une autre école ou d'université. Et moi, pour ma part, j'ai intégré un cursus master après mon premier cycle universitaire. Alors, donc, vous êtes passé par cette école et vous avez une double culture, ce qui vous permet d'avoir un regard peut-être un peu plus distancié, justement, sur les choses. Comment vous voyez, vous, la formation des élites françaises, notamment à Polytechnique ? Alors, on peut citer plusieurs écoles d'excellence en France, donc l'école Polytechnique, HEC, les ENS, Paris-Cachan, et aussi la Sorbonne, l'ENA et aussi la filière de la médecine. Ces écoles sont tous très très sélectifs. Il y a que ce soit sur concours ou sur dossier, il y a un niveau de cours qui est très élevé, des cours qui sont de très bonne qualité, des cours de qualité sont plus orientés qualité plutôt que quantité. Et après, il y a aussi une très bonne qualité de vie étudiante, ouais. Également de bons campus, de très bons professeurs et aussi un très bon réseau. Alors, si on compare avec la Chine, où se forment les élites en Chine ? Alors, en Chine, il n'y a pas de système de grandes écoles. Les élites sont formées dans les universités. Les universités les plus connues, comme par exemple l'université de Pékin, l'université de Tsinghua, l'université de Fudan à Shanghai. Donc, les étudiants, les élites chinoises sont formées dans ces plus hautes universités. Mais il n'y a pas un système de grandes écoles comme on le connaît, nous, en France. Il n'y a pas un France. système équivalent. Et ces grandes écoles, alors, est-ce qu'elles sont grandes écoles françaises, est-ce qu'elles sont connues en Chine ? Comment sont-elles vues en Chine ? Alors, les grandes écoles françaises sont très à l'international. Ils accueillent énormément d'étudiants étrangers. À l'école Polytechnique, par exemple, chaque promotion représente à peu près un quart d'étudiants étrangers et parmi eux un quart d'étudiants chinois. Mais ça reste un système assez franco-français. Et pour moi, le système des écoles, en Chine en tout cas, n'est pas assez connu des Chinois. On peut citer par exemple le fameux classement de Shanghai qui classe les 1000 premières écoles et universités du monde entier. Les grandes écoles françaises ne figurent pas parmi... qui a des positions assez basses. En revanche, je crois que la Sorbonne est assez bien classée. Alors oui, aujourd'hui, il y a des réformes au niveau des universités. On a vu la création, par exemple, de l'Université de Paris, mais également de l'Université de Paris-Saclay, justement, avait pour but de monter un peu dans les classements qu'on peut trouver un peu dans divers pays.
Alors, un des aspects importants, je crois, dans les grandes écoles, c'est le réseau qui se forme entre les élèves. C'est quelque chose que vous avez pu observer, vous, lors du tournage de votre documentaire, hein, Virginie Linhart? L'importance de ces réseaux. Un réseau par excellence, c'est quelque chose voilà, qu'on n'observe pas comme ça. Mais bien sûr, de toute façon, quand on est énarque, dans une promotion, on choisit son nom. On choisit son nom. Donc moi, j'ai suivi la promotion Hannah Arendt. Désormais, où qu'ils soient dans le monde, quoi qu'ils fassent, ceux de la promotion Hannah Arendt se retrouveront et sauront qu'ils ont appartenu à cette même promotion. Quand on est énarque, quel que soit son rang de sortie, du premier au dernier, on tutoie un énarque quand on le rencontre. Ce type de choses, c'est ça le réseau. Après, voilà, oui, bien sûr, le réseau compte, mais ce n'est pas forcément que négatif. On a un peu tendance en France à imaginer le réseau comme quelque chose de totalement négatif, etc. Ça peut aussi être très aidant et permettre de faciliter des affaires courantes, etc. C'est fait pour ça. Donc, si c'est utilisé juste à ces fins de promotion personnelle et d'ambition, effectivement que c'est négatif. Sinon, c'est intéressant. Évidemment que des gens qui ont été formés ensemble peuvent s'entraider et comme ils sont quand même là pour gérer la France, peuvent s'entraider pour gérer la France. Et il y a des réseaux assez importants de l'ENA à l'étranger. J'ai appris qu'il existait une association des anciens élèves de l'ENA, en Chine notamment, Daniel Keller. Oui, puisque l'association française anime une confédération des associations d'anciens élèves étrangers à travers le monde. Il y a plus de 40 associations, dont une en Chine, puisque chaque année, environ une cinquantaine d'hommes et de femmes étrangers viennent suivre la scolarité à l'ENA et s'agrègent à la promotion des élèves français, entre guillemets. Et donc, ça, évidemment, donne une coloration à l'école très positive. Hein. C'est un facteur de rayonnement parce que c'est aussi une façon pour nous d'exporter notre culture administrative, de fédérer autour de notre culture administrative des pays très variés. Et parfois même, certains pays se dotent d'une école nationale d'administration pour former leurs propres fonctionnaires. Donc, je crois que c'est un élément, comme on dit aujourd'hui, de soft power qui n'est pas du tout négligeable. Et dans la réforme en cours, il faudra bien veiller à ne pas briser cet acquis parce que l'ENA a mis 50 ans à construire cette notoriété. Et vous savez, c'est des choses qui peuvent se perdre très facilement, mais que l'on met beaucoup de temps à reconquérir. Donc attention, pour employer une expression à la mode, à la destruction de valeurs qui pourrait résulter de cette transformation de l'ENA en INSP. Mais en tout cas, l'INSP, la nouvelle école, devra reprendre les droits et obligations de l'ENA vis-à-vis de l'étranger, parce que nos camarades et les pays qui évidemment envoient des fonctionnaires étudier à l'ENA l'attendent et sont très inquiets. Oui, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, je crois, de la part des anciens élèves étrangers lorsqu'ils ont appris cette beaucoup d'inquiétudes parce que vu de l'étranger, on a du mal à comprendre un peu cette culture de la haine de soi qui est très française, qui fait que l'on brûle ce qu'on aime. Donc on détruit l'ENA pour créer un INSP, auquel je souhaite évidemment le plus grand succès possible. Mais vu de Buenos Aires ou vu d'Égypte, ça paraît étrange comme réflexe. Oui, pour dire les choses assez rapidement, l'ENA, c'est quand même... en France, une école qu'on adore détester, mais tous les Français rêvent de voir leur enfant arriver à l'ENA. Et ça, c'est le symbole du prestige. Et c'est un peu comme si on disait, bon, on va détruire le château de Versailles et on va le reconstruire en béton armé. Bon, ça paraîtrait un peu surprenant. Je vais terminer en me tournant à nouveau vers vous, Louolou. Comment vous voyez justement cette contradiction, à la fois cette fierté française de l'excellence de certaines de ces écoles et puis ces critiques permanentes contre les mêmes élites? Moi, je pense que l'excellence française va toujours exister, mais ça va exister sous une autre forme. Maintenant, la difficulté, effectivement, c'est pour un étranger de se repérer
dans le nouveau système, de connaître quel va être un peu l'équivalent de ce qu'il y avait avant. Et ça va mettre du temps à se reconstruire. Eh bien, merci pour ces échanges. Merci à tous les trois. Virginie Lienhart, Daniel Keller et Luolu. J'espère que ces échanges auront permis à nos téléspectateurs de mieux saisir les enjeux autour de la suppression de l'ENA, ou si ça n'est pas une suppression, en tout cas sa transformation. Je rappelle le titre du documentaire de Virginie Lienhart, « L'énarque est un humain presque comme les autres ». Et je vous remercie, vous aussi, de nous avoir suivis. À très bientôt sur CGTN Français.